septembre déjà, nous avons commencé les inscriptions, le registre d'inscription et d'admission des écolières, des écoliers a été déjà ouvert. Donc nous avons continué le recrutement aujourd'hui dans les différentes classes. Donc les enfants sont arrivés nombreux ce matin et à partir de 10h30, nous avons commencé l'évaluation diagnostique du CP jusqu'au CM2. D'accord. Donc ce soir, nous allons continuer avec l'expression écrite. Ce matin, ils ont composé en lecture et le soir, nous allons composer en l'expression écrite. Nous avons déjà réparti les maîtres dans les différentes classes. D'accord. Donc chaque enseignante connaît déjà sa classe. Ils ont déjà reçu les fournitures. Donc, ils sont prêts. Si vous allez au CI, par exemple, qui n'est pas concerné par l'évaluation, il a déjà démarré les cours. D'accord. Donc, du CI au CM2, ce sont ces élèves-là qui sont soumis à une petite évaluation diagnostique. Donc, toutes les dispositions sont prises. Les enseignants ont déjà leur fourniture de travail. Des parents d'élèves arrivent sans date de naissance. Ceux qui sont inscrits au CI, là, ils viennent sans date de naissance. Vous avez vu tout à l'heure, un monsieur est arrivé avec Ravé, puis dit qu'il a Ravé sans date de naissance. Bon, nous sommes obligés de les accepter en attendant qu'il ait fait les dates de naissance sécurisées. On ne peut pas les remettre, on ne peut pas les renvoyer. Sinon, bon, nous n'avons aucune difficulté apparemment. Notre école n'est pas inondée, on n'a pas de ce problème-là. Donc, toutes les dispositions sont prises pour que le travail soit bien fait quand même. Ce jour 18 septembre 2023 est le premier jour de la rentrée scolaire. Et la rentrée a été effective. Les apprenants sont là, ils sont en classe. Vous aviez constaté tout à l'heure. Ce matin, très tôt, les enfants étaient là avec quelques parents qui n'ont pas pu inscrire leurs enfants la semaine écoulée lors de la pré-rentrée. Donc après ça, nous avons installé les enfants, les apprenants dans les classes. Et après l'installation, on a essayé de faire l'appel pour voir la présence de ceux qui sont réellement là ce matin. Donc après ça, selon le calendrier du déroulement de la première semaine de la rentrée, nous avons commencé ce matin par l'évaluation diagnostique. Et c'est ça que vous avez vu, les enfants sont en train de traiter une épreuve de compréhension de l'écrit. Donc après ça, nous allons ramasser, corriger et voir le niveau réel de ces enfants-là, les enfants qui ont encore de lacunes, ceux qui ont déjà oublié les notions de la classe précédente. Nous allons essayer de voir tout ça là pour pouvoir faire des remédiations avant de commencer l'apprentissage systématique. L'essentiel au début de la rentrée là, c'est de voir d'abord le niveau réel des enfants d'abord, pour pouvoir savoir comment aborder les apprentissages avec eux. Donc, déjà ce matin, j'ai déjà demandé les fournitures, parce que l'élève qui vient en classe sans fourniture ne peut pas travailler. Donc, j'ai demandé ceux qui ont déjà leur fourniture. Ils ont déjà montré les cahiers de devoirs, les cahiers d'expression écrite, les cahiers de leçons, etc. Donc, nous sommes en train de voir les fournitures qu'ils ont déjà à leur niveau. Ce qui manque, nous allons essayer de demander aux parents de leur payer ces choses-là pour qu'on puisse vraiment réellement démarrer les activités. Ce matin, après la récréation à 10h30, nous avions l'évaluation diagnostique, c'est-à-dire une évaluation pour voir le niveau actuel des apprenants avant d'entamer les activités pédagogiques de la classe de CP. Nous avons déjà réparti les maîtres dans les différentes classes. D'accord. Donc, chaque enseignante connaît déjà sa classe. Ils ont déjà reçu les fournitures. Donc, ils sont prêts. Si vous allez au CI, par exemple, qui n'est pas concerné par l'évaluation, il a déjà démarré les cours. D'accord. Donc, du CI au CM2, ce sont ces élèves-là qui sont soumis à une petite évaluation diagnostique. Donc, toutes les dispositions sont prises. Les enseignants ont déjà leur fourniture de travail. Nous leur demandons d'être vraiment attentifs en classe et de faire régulièrement les devoirs donnés par le maître et d'apprendre régulièrement leurs leçons pour que vraiment l'année puisse finir en beauté. L'école maternelle est une étape très essentielle pour nos tout-petits, étant donné que c'est l'endroit où
les enfants sont guidés pour que leur potentialité latente soit éveillée. C'est là que l'enfant apprend à avoir le rythme de l'école. Au moins chaque matin, les parents le réveillent pour aller à l'école. C'est là que l'enfant apprend à se socialiser. C'est là que l'enfant apprend à accepter l'autre. C'est un endroit qui aide l'enfant à le départir de son égocentrisme. Comme ça, il s'habitue à jouer avec l'autre, à partager son jouet avec son ami et il est content de s'intégrer au groupe. L'âge, nous allons dire à partir de 3 ans. Et l'enfant va rester à l'école maternelle jusqu'à 5 ans au moins pour aller à l'école primaire. L'enfant a au moins 2 ans à faire à l'école maternelle pour atteindre un profil donné avant de commencer le cours d'initiation. Ça aide l'enfant à exercer sa discrimination visuelle. Ça aide l'enfant à détacher ses 5 doigts. Ça aide l'enfant à développer la motricité fine et la motricité large. Ça aide l'enfant à avoir certains réflexes, surtout en matière de santé, pour promouvoir et protéger sa santé. Les parents qui disent que mettre les enfants à la maternelle, c'est jeter de l'argent par la fenêtre, ces parents n'ont pas l'information. Donc, je voudrais prier les autorités compétentes à faire de sensibilisation sur tous les médias et sur les radios dans toutes les langues pour que les parents aient l'information et sachent que envoyer un enfant dans une école maternelle est très bénéfique pour ce dernier. La rentrée comme ça, aujourd'hui c'est le premier jour de la rentrée, il y a beaucoup de pleurs que nous gérons parce que les enfants ne sont pas habitués à laisser les parents et à rester avec un nouveau visage qui est le visage de la maîtresse ou du maître. Donc, gérer les pleurs, c'est vraiment une difficulté. Nous exhortons les parents à parler, à solliciter les enfants, à leur dire à l'avance, même à des moments donnés, la semaine de la pré-rentrée, venir à l'école, là où ils veulent inscrire leurs enfants, se retourner à la maison, parler aux enfants pour qu'ils sachent que bientôt, je vais commencer par rester quelque part avant que vous ne veniez me chercher. Et ça, ce faisant, le jour de la rentrée, on aura moins de pleurs. Nos enseignants ont été mobilisés pendant la période de pré-rentrée. La semaine précédente, la semaine du 11 au 15, est destinée normalement pour les inscriptions. Normalement, ce matin du 18 septembre, on devrait être dans les classes en train de travailler, à l'exception de quelques retardataires des classes du 6e. Donc, les classes sont constituées, les anciens élèves connaissent leur classe et les enseignants mobilisés depuis le 12 septembre sont à pied d'œuvre. Les cours ont effectivement démarré et certains qui sont venus dans les normes s'inscrire ont rejoint nos anciens élèves dans les classes. Mais la petite difficulté qu'il y a eu, c'est la liste des élèves admis classés et des classes de 6e qui ne nous est pas vite parvenue. Et quand c'est arrivé vendredi, on les a affichés. Donc ça explique l'affluence de ce matin dans le collège et nous sommes à pied d'œuvre. Toute l'administration est mise à contribution pour que les inscriptions se fassent le plus tôt possible afin que ces élèves de 6e aillent rejoindre leur classe. Nous avons continué le nettoyage parce que vous savez que notre école est pleine d'arbres. Donc, il était nécessaire qu'on en élague un peu et que tout soit rangé pour que l'école soit belle, qu'elle soit aérée et pour une très bonne année scolaire 2023-2024. Ceux-là qui devraient partir devraient venir plus tôt.
Quand ils savent qu'ils doivent partir, ils viennent tôt le dire, ils doivent prendre un certificat de scolarité, ils doivent remplir la fiche de transfert, ils doivent apprêter leur bulletin. Il y en a qui n'ont même pas retiré leur bulletin de l'année dernière et qui veulent partir. Pourtant, il y a une période pour ça. Donc, quand ils doivent aller faire toutes ces tâches-là et réunir les pièces, ils se perdent le temps eux-mêmes. En tout cas, nous, ici, on est là pour signer la fiche de transfert et le certificat de scolarité, ce que nous faisons. Il y a un secrétariat qui est spécialement destiné à cette activité et ils sont en train de le faire. L'équipe de la direction départementale était émerveillée tout à l'heure. La directrice départementale en chef de terre est venue nous rendre visite et elle a surpris certains professeurs en situation de classe. Et c'était une classe véritable, très bien animée. Ce n'est pas seulement des présentations. Non, les cours ont démarré. Et ceux qui sont en train de s'inscrire, nombreux que vous voyez sur la cour, ce sont les élèves de 6e. Et leur liste n'est arrivée que le vendredi soir. Et donc, ce n'est que ce matin que nous sommes en train de les inscrire. Et nous accélérons le processus. Nous-mêmes, nous sommes sortis pour nous mettre dans le travail. Et c'est sur la cour, c'est devant l'administration. Donc, personne ne peut parler de quoi que ce soit. Tout se fait dans la transparence totale. On a responsabilisé des gens. Il y a une équipe, par exemple, qui reçoit les nouveaux élèves classés ici. Une équipe qui reçoit les transférés. Vous savez, on a départ et arrivée. Il y a une équipe qui reçoit ceux qui arrivent. Il y a une équipe qui gère ceux qui doivent partir. Voyez-vous? Et quand nous les recevons, il y a un dossier. On constitue un dossier composé de leur acte de naissance, du relevé du CPE. Eh bien, tout est mis en ordre et on les oriente vers un autre bureau qui recense tout ça et pose des codes sur les noms des élèves, ce qui sort comme ceci, comme cette liste à voyez, c'est 1, 2, 3 jusqu'à 6. Donc, liste par liste, on les sort et la comptabilité est ouverte qui commence donc à mettre leur nom et à leur délivrer des reçus automatiquement. Reçus, les t-shirts pour le sport, le macaron et tout ce qui constitue, n'est-ce pas, les documents nécessaires pour... Le plus haut diplomate de l'Union européenne a exprimé lundi sa solidarité avec l'ambassadeur de France au Niger, qui est sous le coup d'une expulsion des autorités militaires ayant renversé Mohamed Bazoum. Nous soulignons à nouveau notre solidarité avec la France au regard de la situation de son ambassadeur au Niger et nous affirmons notre soutien total au président Bazoum. Sur le Sahel, le chef de la diplomatie de l'UE a rappelé l'importance que les pays membres attachent aux pays de cette région, notamment en matière de sécurité. Nous avons été le plus grand soutien de la région du Sahel en termes de sécurité, de développement et d'aide humanitaire. Nous devons souligner l'importance que nous attachons à la région, car nous avons été directement touchés par les événements au Sahel en tant que voisins et en tant que partenaires. Conscient de la dégradation des relations entre les pays de l'UE comme la France et les peuples du Sahel, Borrell a souligné l'intérêt pour l'Union européenne de réévaluer son approche dans la région. Nous insistons sur l'idée que nous avons besoin de solutions africaines pour les problèmes africains. Nous sommes prêts à soutenir davantage l'Union africaine et la CEDEAO. Nous réaffirmons également notre soutien au président Bazoum et nous saluons son courage et sa détermination. Cela fait presque 2 mois que le président Bazoum résiste sans électricité. Il est entouré de son ancienne garde et il refuse de démissionner parce qu'il considère, et il est effectivement, l'autorité légale au Niger. Depuis le putsch du 26 juillet, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest maintient sa position. Les militaires doivent restaurer l'ordre constitutionnel.
avocats de l'opposant sénégalais Ousmane Sonko ont déposé ce mardi 2 requêtes auprès de 2 cours de justice. Plusieurs vidéos. Parmi les demandes adressées à la Cour de justice de la CEDEAO, ordonner à l'État du Sénégal de suspendre la dissolution du parti PASTEF et de rétablir ses droits politiques en vue de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Les membres de la formation politique d'Ousmane Sonko espèrent que la Cour de justice de la CEDEAO leur donnera raison. Si la communauté des États d'Afrique de l'Ouest déclare la dissolution du PASTEF illégale, le Sénégal serait obligé de revenir sur sa décision. Pour Abdoulaye Tall, avocat et porte-parole du PASTEF, aucun argument juridique ne justifie cette dissolution intervenue le 31 juillet dernier. Le 15 avril 2023 débutait la guerre au Soudan. Depuis, les mois ont passé et tout comme les adultes, les enfants paient un lourd tribut. Depuis le mois de mai, le nombre de camps pour réfugiés ne cesse de croître à travers le pays. Dans 9 de ces zones, plus de 1200 enfants de moins de 5 ans sont morts de rougeole et de malnutrition, tant les conditions y sont difficiles. L'ONU, à l'origine de ce bilan, a alerté mardi que des dizaines de milliers d'autres pourraient mourir d'ici la fin de l'année. Pour les 70 000 personnes qui vivent dans ce camp, il nous faudrait 7 centres de santé. Mais nous n'en avons qu'un seul pour l'instant. Un financement supplémentaire est donc nécessaire pour augmenter le nombre de centres dans ce camp et dans l'ensemble des zones du Nil Blanc. À cause du conflit armé, les camps de réfugiés souffrent d'une pénurie de vivres, de médicaments et d'équipements essentiels. À cela s'ajoute le manque d'eau qui exacerbe les épidémies et les décès. Lack of water will have Le the manque camp d'eau expose being le camp à des exposed risques et to à des risks maladies. and to diseases. Le besoin d'eau pour The effectuer les need for activités water d'hygiène to personnelle perform et the celles minimum du hygiene quotidien ne peut activities pas être on a ignoré. personal level, Il on doit a être household pris en level, compte. cannot be ignored, Si cannot on veut be réduire au avoided, minimum les and risques is a must to be sanitaires auxquels la provided. communauté If est we want to confrontée, minimize the health risks premier moyen that de défense any community would est be facing, l'hygiène. the first L'hygiène defense personnelle line est that you primordiale. focus on is the hygiene and the personal hygiene. Dans un communiqué conjoint, l'Agence de l'ONU pour les réfugiés et l'OMS ont tiré la sonnette d'alarme sur le besoin urgent de donations, au risque de voir le nombre de morts augmenter. Pas de file d'attente ni de bousculade devant ce centre d'enrôlement du 3e arrondissement. Et pourtant, d'ici quelques heures, la révision du fichier électoral prendra fin. Contrairement aux Tchadiens qui ont choisi de boycotter l'opération, Kalki, lui, a préféré venir accomplir son devoir civique. Pour accéder au vote, il nous faut absolument avoir une carte qui témoigne que nous sommes un Tchadien. Raison pour laquelle je suis venu me faire enrôler pour avoir ma carte d'électeur et puis faire le choix de mon candidat. Sous le viaduc de Chagua, on refuse d'y renoncer. Avoir sa carte d'électeur est la seule manière d'exprimer sa citoyenneté et de choisir librement son candidat aux futures élections. Je pense que c'est très important de faire ça. Il faut absolument se faire enregistrer dans le registre. Parce qu'après, ça va vraiment nous coûter. Donc le mieux fait, il faut qu'on soit enregistré. Il y a un adage qui dit tous les jours n'est pas dimanche. Cette fois-ci, peut-être il y aura un changement. Les gens ne vont pas continuer avec le passé. Il va y avoir quand même un changement. Au départ de cette révision du fichier électoral, les fédéralistes menaçaient de boycotter l'opération pour des raisons d'irrégularité dans le processus. Aujourd'hui, ils appellent à la prorogation. Cette étape est importante non seulement pour le référendum, mais aussi pour les prochains scrutins. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons appelé nos militants, l'ensemble de la population, à se faire enrôler à ce processus. Donc c'est un processus civique et nous appelons d'ailleurs à ce qu'on puisse la reprendre dans les zones qui n'étaient pas accessibles pour permettre, n'est-ce pas, à tous les citoyens de se faire enrôler. Cette révision du fichier électoral a concerné les Tchadiens en âge de voter qui ne figurent pas sur la dernière liste électorale de 2021.
Au cœur de Waterloo, en Sierra Leone, le site de poterie de Matenke, où chaque morceau d'argile raconte une histoire de résilience, de créativité et d'avenir meilleur. Nous sommes à Matenke, dans le district de Waterloo. Nous allons découvrir cet art de la poterie où l'argile est récupérée de la rivière et ensuite transformée en de nombreux objets du quotidien. Nous découvrirons aussi l'important impact de cette activité sur la communauté. Le site est composé d'une population jeune. Environ 50 travailleurs trouvent ici une source de revenus, tout en préservant la valeur culturelle d'un artisanat qui remonte à des siècles. Tomba Johnson est le président du site de la céramique de poterie de Matenke. Nous pouvons créer plus d'une centaine d'objets à partir de cette argile. Cependant, dans cet environnement, nous ne produisons que 3 objets. Des cuisinières, des briques et des objets utilisés pour les fours et les pots de fleurs. Alimami Bangoura fait partie de ces nombreux jeunes qui travaillent dans cet atelier. Cela nous a aidé à payer les frais de scolarité et à couvrir d'autres dépenses. Mais après avoir passé mon examen final de secondaire, j'ai dû continuer à travailler ici parce que je n'avais pas trouvé un autre travail. Après leur fabrication à Matenke, ces produits en argile arrivent chez les commerçants qui les transforment en divers articles, notamment en fourneaux de cuisine. Ceux-ci réduisent l'utilisation de charbon de bois car ils sont plus petits que ceux en métal. Salaimatou Koté, habitante de Kissy Town, apprécie la robustesse de ces produits. Cette cuisinière est très fiable par rapport à une cuisinière fabriquée uniquement en métal. Elle retient la chaleur pendant de longues périodes et présente une excellente durabilité. Si l'argile est au même endroit, ce n'est généralement pas une bonne idée d'aller trop en profondeur. Mais il s'agit d'une ligne le long du lit de la rivière jusqu'à l'exploitation minière pour l'extraire de manière assez durable, sans perturber les pentes des berges. Harold Williams est un spécialiste des communications environnementales. Il milite pour l'application de lignes directrices sur l'exploitation minière afin de vérifier ses impacts environnementaux. Une semaine après les inondations meurtrières en Libye, les services de secours procèdent encore à l'identification des victimes à Derna, la ville côtière la plus meurtrie par la tempête Daniel. La semaine dernière, 2 barrages se sont effondrés, faisant jaillir un raz-de-marée qui a tout emporté sur son passage. C'est une catastrophe humanitaire. Depuis le premier jour, et même aujourd'hui, les chiffres ne font qu'augmenter. Mais cette journée est la pire. Nous ne reconnaissons même plus les victimes. Lundi, l'ONU a prévenu qu'une épidémie pourrait créer une deuxième crise dévastatrice. Sur place, les équipes de secours, elles déplorent un manque de matériel et de volontaires. D'un point de vue sanitaire, nous manquons d'équipements médicaux, de fournitures pour les enfants, et nous manquons aussi de volontaires. Le cœur de la ville de 100 000 habitants a été réduit en un tas de boue qui sèche désormais au soleil. Pour sortir les corps en décomposition, les secouristes n'ont pas d'autre choix que de ratisser la terre. Une famille de 5 personnes a été secourue et ils sont tous en vie après avoir été piégés pendant 6 jours. Hier, nous avons trouvé 35 corps, dont des étrangers. Aujourd'hui, nous venons de récupérer un corps. Nous avons aussi trouvé des mains, des jambes et des corps décomposés dans l'eau. Les responsables gouvernementaux ont établi des bilans allant de 4 000 à 12 000 morts à Derna. Mardi, le Premier ministre du gouvernement de l'Est a lui annoncé que la ville a été divisée en 4 sections afin de prévenir toute épidémie. Lors d'une réunion ministérielle, le président tunisien Kais Saïd s'est livré à un étrange réquisitoire contre l'influence du mouvement sioniste mondial, notamment sur les raisons de l'appellation de la tempête Daniel qui a récemment ravagé la Libye voisine.
La tempête, Daniel. N'ont-ils pas pris la peine de se renseigner ou de faire des recherches sur l'origine de son nom? Ils ont choisi Daniel. Qui est-il? C'est un prophète hébreu. Le nom a été choisi par les entités qui choisissent les noms des tempêtes. Cette tempête a donc été baptisée Daniel et il répète ce nom. Personne ne se demande pourquoi le nom de Daniel a été choisi. C'est une autre question. Parce que le mouvement sioniste s'est infiltré et l'intellect et la pensée ont été principalement touchés. Nous sommes entrés dans un état de coma cognitif d'Abraham à Daniel, c'est très clair. Le président Kais Saied avait réfuté en mai toute allégation d'antisémitisme d'État en Tunisie, après une fusillade meurtrière perpétrée par un gendarme aux abords de la synagogue de la Riba sur l'île de Djerba.